Bonjour à tous et toutes. Ma conférence aujourd'hui est intitulée Tableaux et spectacles, l'appréciation de Sénèque par les dramaturges européennes. L'essence de ma conférence repose sur la conviction que chez le public de la Renaissance et même plus tard, l'image de la tragédie était formée par les pièces de Sénèque, dramaturge romain, plutôt que par les tragédiens grecs. Le but de ma conférence est de montrer à quel point Sénèque jouissait d'un statut au moins égal à celui des tragédiens grecs pour les dramaturges du XVIe et du XVIIe siècle. Bien que beaucoup de gens, les érudits y compris, ont privilégié automatiquement le dramaturge grec, là où on doit choisir entre Sophocle et Sénèque, il y a des preuves indiquant clairement qu'ils se trompent. Ma méthode sera d'examiner deux pièces, l'une en français, l'autre en anglais, dont les auteurs ont allié des sujets dramatiques tirés de Sénèque avec des éléments pris de Sophocle. Dans les deux pièces, on a présumé que Sophocle devait être l'influence majeure. Je soutiendrai que la présence de Sénèque est irrésistible parce que les dramaturges partageaient la vision du monde de Sénèque. Ils ont le même goût pour la présentation des tableaux sans mouvement et des spectacles étonnants. Les tableaux et les spectacles n'ont aucune place dans la mentalité grecque, alors qu'ils correspondent bien avec la mentalité romaine. En outre, je crois que nous pouvons mieux comprendre les tragédies de Sénèque si nous les examinons en parallèle avec les drames européens qui les ont utilisés comme modèle. Dans une telle lecture, le phénomène de la réception du texte latin fonctionne d'une façon bidirectionnelle, illuminant à la fois le plus ancien et le plus jeune. Je n'ai pas de temps aujourd'hui d'explorer cette dernière question, mais dans ma conférence, j'espère faire une petite intervention à l'histoire intellectuelle de l'Europe. Mon premier exemple est une pièce française de Robert Garnier, montée et publiée en 1580, dont le titre est Antigone ou la Piété. L'autre consiste d'une pièce anglaise très populaire de John Dryden et Nathaniel Lee qui s'appelle Oedipus a Tragedy, montée en 1678 et publiée l'année suivante. Je vais montrer comment Garnier a fondé la construction de sa pièce sur les tragédies de Sénèque. Pour Garnier, comme pour Sénèque, la parole est plus puissante que l'action. Donc, dans la partie de la pièce qui contient le plus de similitudes avec Sénèque, les premiers deux actes, Garnier nous présente une série de tableaux assez statiques, mais dotés de débats rhétoriques et de dilemmes moraux. Dans le cas de l'Oedipus de Dryden et Lee, je vais expliquer beaucoup plus brièvement comment les auteurs ont vitalisé le drame de Sophocle en insérant de la matière empruntée à Sénèque, particulièrement les moments les plus spectaculaires de la pièce latine.
Tout d'abord, je dois exprimer mon étonnement en constatant le faible respect dans lequel Sénèque continue à être tenu dans les recherches sur l'histoire de la tragédie. Il y a 50 ans, Jean Jacot, dans un livre intitulé « Les tragédies de Sénèque et le théâtre de la Renaissance », remarquait, je cite, « Il faut avouer que Sénèque possède, dans les milieux académiques qui sont à peu près les seuls où on le lise, une assez mauvaise réputation. On lui reproche son enflure, son outrance verbale, sa complaisance pour le morbide et l'horrible, sa faible efficacité dramatique, l'absence d'évolution chez ses personnages où la passion atteint d'emblée un paroxysme. Sa valeur morale est souvent contestée, soit qu'on voit dans son œuvre un ramassis de lieux communs sentencieux, qu'on estime que ses héros, démesurés dans la vertu comme dans le crime, se situent hors de l'humain, ou qu'on juge son enseignement incertain et dangereux. » Fin de citation. Et 50 ans plus tard, malheureusement, cette même attitude persiste encore. Bien qu'il y ait beaucoup d'érudits de nos jours qui voient clairement les mérites de Sénèque, j'en ai trouvé plusieurs qui déprécient Sénèque au moment précis où il semble pourtant vouloir affirmer son importance. Donc, je commence par Robert Garnier, le dramaturge français principal de la Renaissance, qui a été nommé le père de la tragédie française. Cela étant dit, dans un livre assez récent, publié en 2006, Florence Dorby-Poisson a déploré la négligence ou l'ignorance du théâtre tragique du XVIe siècle en général et de l'œuvre de Garnier en particulier. Elle signale la dévalorisation de Garnier par les chercheurs qui le censurent pour action trop statique, manque de psychologie, poids écrasant de la rhétorique. En outre, elle écrit « Il est regrettable que la comédie française ait attendu jusqu'en 2005 pour inscrire à son répertoire cet auteur qui fait partie de notre patrimoine et dont les œuvres ne demandent qu'à revivre. » Je m'intéresse beaucoup au fait que les critiques de Garnier ressemblent aux critiques de Sénèque. Je propose qu'il y a une bonne raison pour ceci. Garnier est un dramaturge profondément sénéquien, comme je vais le démontrer. Et pourquoi est-ce important? Parce que Garnier a établi un cadre et une langue sénéquienne pour la tragédie française qui a profondément influencé les tragiques du grand siècle, notamment Corneille et Racine. Garnier écrivit cette tragédie au cours de 15 ans à partir de 1568. Porcy, Hippolyte, Cornélie, Marc-Antoine, la Troade, Antigone ou la Piété et les Juifs. De cette liste, on peut conclure au premier abord que Garnier s'intéresse beaucoup aux choses romaines. 3 de ces tragédies s'inspirent de l'histoire romaine et 3 autres tirent le matériel des tragédies de Sénèque. Garnier connut très vite un grand succès. 30 éditions complètes de ses œuvres furent publiées entre les années 1583 et 1620. La pièce qui nous concerne aujourd'hui est intitulée Antigone ou la Piété. Dans cette pièce, Garnier entrelace
l'histoire entière d'Antigone, fille d'Œdipe et de Jocaste. Il commence avec le moment où elle conduit Œdipe, son père aveugle, en exil de la ville de Thèbes. Puis, on voit la lutte fatale de ses frères, Éthéocle et Polynice, selon la malédiction d'Œdipe. Et puis, le suicide de sa mère Jocaste. Antigone veut enterrer le corps de son frère Polynice, ce qui est interdit par le nouveau roi Créon, mais elle est arrêtée. Et, l'image sur l'écran, c'est à Paris à propos, c'est dans l'École nationale supérieure des beaux-arts. Ok, Antigone, elle est arrêtée. À la fin du 4e acte, Antigone se tue. Dans le 5e acte, Garnier nous montre les répercussions pour Créon dans la mort de son fils Aymon et de sa femme. C'est la seule pièce de Garnier qui est un sous-titre. Donc, je propose que nous fixions notre attention sur celui-ci. Garnier a fondé sa conception du rôle d'Antigone surtout sur la tragédie de Sénèque intitulée Les Phéniciennes et sur l'idée tellement romaine de la piété. Bien sûr, Garnier s'est aussi inspiré de quelques pièces de la tragédie grecque, Édipe roi, Édipe à Colonne et Antigone de Sophocle, ainsi que les Sept contre Thèbes d'Échille et les Phéniciens d'Euripide. Mais pour Garnier, le grand modèle était Sénèque. Pour comprendre ceci, il faut oublier ou bien moduler notre conception profonde d'Antigone comme étant une figure de défi à l'autorité. Une conception qui nous vient d'une tradition de représentation et d'adaptation développée au XXe siècle, dans des œuvres qui ont pris pour leur modèle l'Antigone de Sophocle. Il faut remplacer cette conception par une conception d'Antigone comme figure de dévotion. Comme le dit Simone Fraisse dans son livre Le mythe d'Antigone, au XXe siècle, Antigone n'est plus avec, elle est contre. Mais pour les époques du passé, Antigone était surtout une figure de dévotion envers son père et envers son frère. Garnier a lié ces deux aspects de la dévotion d'Antigone. C'est bien cela qu'indique le sous-titre « La piété ». D'abord, je dois dire quelques mots sur les Phéniciens de Sénèque. C'est peut-être le drame le plus facilement négligé de son œuvre. La pièce n'est pas complète, elle manque de cœur et elle en consiste peut-être 3 épisodes hétérogènes. Il n'y a que les véritables sénécaphiles purs et durs, comme moi, qui aient lu cette pièce. Mais, comme nous le savons, au fil des siècles, les goûts peuvent changer. George Steiner observe dans son livre Antigone, c'est le pluriel, que les Phéniciennes de Sénèque étaient un des textes les plus imités dans l'histoire du drame occidental. Après Sénèque, comme le dit Steiner, les variantes sur le cycle thébain, soit dans l'épopée ou dans le drame, par exemple le roman de Thèbes du XIIe siècle,
le Théséda de Boccace et ses 2 imitations anglaises, le Conte du Chevalier de Chaucer et l'Histoire de Thèbes de Lydgate, contiennent des éléments éloignés de Sophocle, mais découlent principalement des Phéniciens de Sénèque. Également, d'après Simone Fraisse, la pièce s'ouvre sur un dialogue grandiloquent entre Édipe et Antigone, scène qui a fortement impressionné les humanistes de la Renaissance et dont Robert Garnier a tiré de beaux effets. Voici donc que je vais tâcher d'identifier les éléments dans le drame de Sénèque qui ont attiré Garnier. En particulier, je veux montrer comment les pièces de Sénèque et de Garnier se construisent comme étant une série de tableaux dans lesquels les personnages s'engagent dans les débats l'un avec l'autre ou quelquefois avec eux-mêmes. Le premier acte de la pièce de Garnier commence avec Antigone conduisant Oedipe, son père aveugle. Cette scène manque d'action, mais elle a une abondance de dialogue. La plupart des allocutions sont des imitations de la pièce de Sénèque. Dans les 2 pièces, Oedipe commence en demandant qu'Antigone le quitte et il exprime son désir d'aller au Cithéron, la montagne qui était son lieu de naissance. Pour comprendre comment Garnier compose un mélange de traduction et d'imitation, considérons l'exemple suivant. C'est le premier exemple sur la copie. Sénèque écrit, et je vais lire la traduction de François-Régis Chaumartin dans la série Les Belles Lettres. J'irai là où mon Cithéron dresse ses abrupts sommets. Et il suit une liste des événements mythologiques qui ont eu lieu sur Cithéron. Rends-moi la mort, Cithéron, et restitue-moi mon ancien asile pour que j'expire vieillard, où je l'aurais dû nouveau-né. Reprends ton supplice de jadis. Toujours sanguinaire, sauvage, cruel, féroce, lorsque tu assassines, mais aussi lorsque tu épargnes. Depuis fort longtemps, mon cadavre est à toi. Accomplis désormais jusqu'à son terme la mission que t'ont confiée mon père et ma mère. Et voici le texte de Garnier. J'irai sur Cithéron au long couteau tout fou, où dès que je venais des commandes je fus. Il me demande encore, il me faut l'attirer. C'est lui, c'est Cithéron que je dois désirer. C'est mon premier séjour, ma demeure dernière. Je veux mourir de vieillard où je fus destiné de mourir enfonçant, sitôt que je fus né. Redonne-moi la mort, rends-moi la mort cruelle, la mort qui me suivra tirée de la mamelle, ô meurtrier Cithéron. Tu m'es cruel toujours, et mes jours allongeant et retranchant mes jours. Prends secours qui t'est dû, cette charogne mienne, exécute sur lui l'ordonnance ancienne. Dans les 2 pièces, la réponse d'Antigone est que rien ne pourra la séparer de son père. Elle veut mourir avec lui. Et c'est le deuxième exemple sur la copie. S'il vous plaît de mourir et qu'une mort soudaine, cela puisse étouffer votre incurable peine, je mourrai comme vous. Mais elle finit son allocution avec un appel à son père.
Mais ployez, je vous prie, cet obstiné courage, surmontez votre mal, surmontez votre rage. Où est de votre cœur la générosité? Voulez-vous succomber sous une adversité? Comparons les mots de Sénèque. Mais change tes résolutions, fais appel à ton cœur d'autrefois, dont des détresses dont peut venir à bout ta grande force. Résiste, dans de si grands malheurs, mourir, c'est se laisser vaincre. Ce débat se poursuit tout au long de la scène jusqu'à ce qu'il se transforme en une scène de supplication. Un tableau très familier et très puissant pour les auditeurs de Garnier, quand Antigone touche les genoux de son père. Voici, par vos cheveux grisons, ornements de vieillesse, par cette douce main tremblante de faiblesse, et par ces chers genoux que je tiens embrassés, ce mortel pansement, je vous prie effacer de votre âme affligée, et laissez cette envie de mourir où le sort trop cruel vous convie. Antigone réussit. Oedipe cède à sa fille et s'engage à continuer à vivre. Il lui répond, « Ma fille, lève-toi, tu me transis le cœur. Ton louable désir sera de mien vainqueur. » Donc, nous voyons que dans le premier acte, Garnier a présenté un tableau qui manque de mouvement physique, mais qui est plein de paroles et d'idées puissantes qui nous montrent partout la piété d'Antigone, la qualité que Garnier a soulignée pour nous dans le sous-titre de la pièce. De plus, comme a dit Marie-Madeleine Mufflat, Garnier n'a rien tiré de Sophocle au point de vue psychologique. Son Oedipe est seulement de Sénèque. Et cette image, c'est dans le Louvre. Non, tout est à Paris, je crois. De la même façon, le deuxième acte suit de très près les Phéniciens de Sénèque. La Jocaste de Garnier monte sur les remparts et là, elle déplore la ruine de Thèbes et la guerre entre ses propres deux fils. Lorsque le messager arrive et somme Jocaste de se rendre au champ de bataille pour secourir la patrie, elle s'afflige dans l'aporie et l'agonie. Antigone lui offre de se joindre à elle, montrant une fois de plus sa piété. C'est ici que Garnier donne à Jocaste un débat interne avec soi-même au sujet de l'impossibilité de s'interposer dans le querelle entre ses deux fils, Éthéocle et Polynice. Mais enfin, Jocaste accepte d'essayer d'arrêter le conflit et elle procède toute seule au champ de bataille. Voici le passage où Sénèque écrit, et c'est le troisième exemple sur la copie. « Quel vent rapide m'enlevant dans le tourbillon démon de sa tempête me poussera à travers les airs. Quel sphinx ou quel oiseau du Stamfal, obscurcissant le jour sous un nuage noir, m'emportera d'un vol prompt sur ses ailes rapaces. Ou bien quelle harpie, guettant la fin du roi cruel, me ravira à travers les chemins d'en haut et, m'ayant ravi, me projettera au milieu des deux lignes de bataille. » Garnier traduit. « Quel tourbillon de vent me portera par l'air, quel stymphali d'oiseau fera mon corps voler, quel sphinx, quelle harpie, à la gorge affamée,
ira fondre au milieu de l'une et l'autre armée, me portant sur le dos pour être m'y trouver, et vers mes fiers enfants, ma prière éprouvée. La pièce latine, où les chœurs manquent absolument, passe immédiatement à dépeindre Jocaste sur le champ de bataille, au milieu des deux armées, entre les deux frères, tandis que Garnier insère un chœur avant de continuer d'imiter les Phéniciennes. Pour fournir ce chœur supplémentaire, Garnier a recours à une autre tragédie de Sénèque, son Oedipe. Il s'agit d'une prière adressée à Denys, inspirée par le chœur qui suit le second acte de l'Oedipe de Sénèque. Le prochain épisode commence de la façon suivante, et c'est le quatrième exemple sur la copie. Sénèque, premièrement. Contre moi, tournez vos armes et vos feux. Je veux que toute la jeunesse se précipite contre moi seul. Concitoyens et ennemis tout à la fois, frappez mon ventre qui a donné des frères à mon mari. Garnier en fait une imitation très fidèle. Tournez vos yeux vers moi, magnanime guerrier. Dressez vers moi vos dards et vos glaives meurtriers. Saquez-les dans mon sein, dedans cette poitrine qui coupable a porté la semence mutine, ces maudits combats. Étrangers citoyennes, pêle-mêle visés, à moi qui ai produit ces frères divisés, qui les ai engendrés de mon enfant, le frère, encore dégoûtant du maître de son père. Puis, nous voyons Jocaste dans un autre tableau de supplication, se situant entre ses deux fils ennemis. Comme l'avait déjà fait Sénèque, Garnier prête à Jocaste une très longue allocution adressée à Polynice, son fils qui est revenu d'exil, afin de saisir Thèbes. La mère fait appel à son fils pour démontrer sa piété, mais Polynice se révèle comme étant essentiellement un tyranne avide de pouvoir. Toute cette scène est étroitement basée sur les paroles de Sénèque auxquelles Garnier a ajouté un tableau de supplication. C'est ici où le texte de Sénèque s'interrompt. Comme je l'ai déjà remarqué, la pièce n'est pas achevée. Il en est découlé la nécessité pour Garnier de s'inspirer d'ailleurs pour le reste de l'intrigue de son propre drame. Le troisième acte commence par un récit de la mort des deux frères qui est une imitation de la Thébède de Stas, une épopée écrite sous l'empereur Domitien, une génération plus tard que Sénèque, est influencée sensiblement par les tragédies de Sénèque. Et les actes finaux empruntent quelques éléments à Sophocle. Néanmoins, Garnier continue d'encadrer ces scènes comme des tableaux statiques dans lesquels la parole est la chose la plus importante. Ainsi, le troisième acte commence avec un long récit dans lequel le messager raconte la mort des deux frères, de la main l'un de l'autre. C'est un spectacle au second degré,
comme Sénèque fournit dans la plupart de ses pièces. Polynice semble avoir tué Étéocle, mais quand il s'approche du corps, subitement Étéocle délivre un coup fatal et les deux frères meurent ensemble. Puis, nous voyons chez Garnier la réaction de Jocaste et d'Antigone. Jocaste voudrait mourir et produit un poignard. Son désir impose à Antigone un choix très difficile. Elle dit « Voulez-vous que j'approuve une chose mauvaise ?» Jocaste, « Voulez-vous réprouver un dessein qui me plaise ? Je ne vous puis complaire en ce mortel désir. Rien que la seule mort ne me donne plaisir. » Et puis, « Et que ferai-je donc, ô l'étrange détresse ? Je ne puis être à l'un que l'autre je ne laisse. » La fille se retrouve encore une fois contrainte d'essayer de convaincre un parent de ne pas mourir, comme durant le premier acte. Puis, Garnier nous donne un discours d'un dilemme superbe, dans lequel Antigone comprend que si elle meurt avec sa mère, elle abandonne son père. Tout de même, elle décide en faveur de la vie. À ce moment, Jocaste se tue sur scène, exactement de la même manière que dans l'Édipe de Sénèque. Jocaste se tue d'une façon très masculine, c'est-à-dire avec une arme. Peut-être vous rappellerez-vous que dans la pièce de Sophocle, Jocaste se tue hors scène, en se pendant. C'est le mode le plus fréquent utilisé par les femmes dans la littérature grecque, comme affirme Nicole Leroux, Façon tragique de tuer une femme, publiée en 1985. Chez Garnier, dans La mort de Jocaste, il n'y a rien de tout de Sophocle. Plutôt, l'influence de Sénèque est claire. Jusqu'ici, nous avons vu clairement comment Garnier reproduit quelques caractéristiques du théâtre de Sénèque, particulièrement son penchant pour la présentation de tableaux statiques, dans lesquels les personnages s'engagent dans un débat incisif. Les 3 premiers actes nous ont fourni 3 débats entre 2 personnages, Oedipe et Antigone, Jocaste et Polynice, et Jocaste et Antigone, et 2 débats internes, celui de Jocaste dans le 2e acte et celui d'Antigone dans le 3e acte. Les 2 actes finaux continuent dans la même façon. Je n'ai pas de temps pour les analyser en détail, mais il suffit de dire que dans le 4e acte, il y a 3 débats entre Antigone et sa sœur Ismène, entre Antigone et Créon, et encore entre les 2 sœurs. Le 5e acte commence avec le long récit du messager au sujet des obsèques de Polynice, exprimé en termes très romains, puis un autre récit au sujet de la mort d'Hémon, l'amant d'Antigone et fils de Créon, qui s'est tué sur le corps d'Antigone. La pièce se termine avec Créon détruit par les suicides de son fils et de sa femme. Le creux qui a le dernier mot lui donne une morale sévère. Vos pertes, vos malheurs que vous avez souffertes, procédant du mépris du grand Dieu des enfers.
il le faut honorer et toujours avoir cure de ne priver aucun du droit de sépulture. En bref, Garnier a contaminé les Phéniciens de Sénèque avec le dénouement d'Antigone de Sophocle, mais il a fait plus que ça. La structure dramatique commence et finit là où les chefs de la famille Labdacide ont été frappés par le destin. Oedipe était responsable de la mort de son père et Créon est responsable de la mort de son fils. Tous les deux souffrent horriblement. J'espère d'avoir montré comment Garnier partage la vision dramatique de Sénèque. Pour les deux dramaturges, la parole est plus importante que l'action. En outre, Garnier a emprunté plusieurs éléments sénéciens dans sa langue. Les sententiae, les figures du discours, notamment les exclamations et les questions rhétoriques, et la répétition de certains mots particuliers, par exemple cœur, sang, scène, poitrine, fer, qui sont principalement apparentés à des mots latins, cor, sanguis, sinus, pectus, ferrum. Comme Schmidt-Wartenberg l'observa, il y a plus de 120 ans, les tragédies de Sénèque étaient le dictionnaire duquel Garnier a tiré son langage pathétique. Pour conclure sur Garnier, on remarque que les drames de Sénèque avaient plusieurs éléments attrayants pour un dramaturge situé dans son contexte particulier. On doit se souvenir du fait qu'avant le drame néoclassique, le théâtre mettait en scène des miracles, des mystères et des moralités. Il faut songer également qu'avec Garnier, nous ne sommes pas encore arrivés au théâtre du XVIIe siècle. Nous pouvons dire avec confiance, avec Jacot, il y a 50 ans, que pour Garnier, le théâtre était une série de tableaux pathétiques plutôt qu'une progression dramatique, et sans doute influencé par les idées de la Pléiade, Garnier a suivi l'opinion de Ronsard, selon laquelle la tragédie doit être didascalique et enseignante. Donc, dans l'Antigone ou la Piété, Garnier emprunte la conception virgilienne de la piété et de plus, il christianise son personnage Antigone. Finalement, on doit songer que l'époque où Garnier écrivait fut la période des guerres de religion, marquée, comme le dit George Steiner, par les horreurs des guerres civiles. Cadavres non enterrés, des rencontres fratricides, la disparition des anciennes familles n'était pas un trope littéraire à la fin du XVIe siècle en France, mais une question d'expérience de tous les jours. Je propose donc que dans les tragédies de Sénèque, Garnier a trouvé une perspective convergente sur le monde, un monde en cours de dissolution et de disparition, et que chez lui, il a décelé une langue convenable à cette perspective. Un siècle plus tard, de l'autre côté de la Manche, nous rencontrons deux dramaturges anglais qui utilisent un autre élément des tragédies de Sénèque, le spectacle. Je parle de la pièce de John Dryden et Nathaniel Lee d'Oedipus et Tragedy, qui fut écrite et montée en 1678 et est restée dans le répertoire du théâtre anglais pendant plus de 70 ans. Ce qui est curieux est que les auteurs, dans leur préface,
ont loué Sophocle et ont critiqué Sénèque et aussi Corneille, qui écrivit son Oedipe en 1659, alors qu'en effet, ils reprennent des éléments importants aux deux dramaturges romains et français. En fait, Dryden et Lee ont vitalisé le drame de Sophocle en ajoutant des éléments empruntés à Sénèque dans sa pièce Oedipe, particulièrement la nécromancie, et à Corneille, surtout l'intrigue secondaire. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de parler au sujet de Corneille. Je limiterai donc mes observations à Sénèque et ne vous inquiétez pas, je vais parler plus brièvement que sur Garnier. D'abord, regardons la matière paratextuelle fournie par les auteurs anglais. Ici, nous trouvons dissimulation fourbe et menteur. Les auteurs suggèrent qu'ils suivent étroitement Sophocle, quand, en réalité, ils doivent à Sénèque et à Corneille plusieurs éléments mémorables et heureux dans leur pièce. Dans la préface, Dryden et Lee se situent comme étant les successeurs de Sophocle, dont l'Oedipe, son chef-d'œuvre, était la pièce la plus célèbre de toute l'Antiquité. Ils condamnent la version d'Oedipe écrite par Corneille comme une imitation inférieure. Leur critique de Sénèque est encore plus forte. Sénèque, de l'autre côté, comme si l'on n'avait pas besoin d'observer le naturel dans une pièce, est toujours à la recherche d'expressions pompeuses, de phrases tranchantes et de notions philosophiques plus appropriées pour l'étude que pour la scène. Le français a poursuivi une mauvaise trace et le romain était absolument loin de la chasse. Tout ce que nous pouvons recueillir de Corneille était que l'épisode doit être, mais pas à sa façon. Et Sénèque nous a fourni aucune nouvelle idée, mais seulement un récit dans lequel il fait que son Tiresias lève le fantôme de Laius, ce qui est ici réalisé en vue de l'auditoire. Fin de citation. J'en viens maintenant à la pièce anglaise. Il y a plusieurs différences entre la pièce latine et la pièce anglaise. Elle emploie beaucoup plus de personnages que les drames classiques. Elle a une intrigue secondaire selon les normes dramatiques de l'ère. En même temps, elle n'a pas besoin du cœur qui était de rigueur dans les tragédies classiques. Dans le drame de Dryden et Lee, l'intrigue secondaire consiste de l'amour entre Adraste, le prince d'Argos, et Eurydice, la fille de Laius. Cet amour, c'est l'épisode qui doit être, à l'instar de Corneille, mais absolument pas la même chose que son intrigue secondaire, qui est l'amour entre Thésée et Dircée. À propos, les intrigues secondaires de Corneille et de Dryden et Lee n'ont aucun fondement selon la témoignage ancienne. La première scène de Dryden et Lee nous introduit à Créon et ses sbires. Dans cette pièce, Créon est un bossu laid, sans scrupules, qui déteste sa sœur Jocaste et son mari Oedipe, et qui désire le pouvoir et Eurydice, fille de Laius. Avant d'apporter Oedipe sur scène,
Dryden et Lee mettent en marche l'intrigue secondaire. Ils montrent comment Eurydice repousse brutalement Créon. Puis, ils commencent les thèmes politiques en montrant la foule thébaine inconstante et dangereuse. Puis, Édipe arrive en scène et entre la vie pestiférée de Thèbes. C'est le moment exact du début des deux pièces de l'Antiquité. À partir d'ici, l'influence de Sénèque occupe les premiers rangs. Dryden et Lee suivent Sénèque en ajournant la révélation de l'identité d'Édipe. Ils lui empruntent quelques techniques d'ajournement. Le deuxième acte commence avec une longue exposition des prodiges qui offre aux auditeurs l'équivalent de la longue scène de divination chez Sénèque. Dans le même acte, on entend l'énigme de l'oracle delphique, dans lequel Dryden et Lee indiquent que la cause de la peste est le premier-né du sang de Laius. C'est pourquoi Eurydice, qui semble être la plus ancienne des enfants de Laius, est considérée coupable de son meurtre. Pour clarifier cette question de culpabilité, dans le troisième acte, Tiresias prend la décision d'effectuer de la nécromancie. Comme chez Sénèque, la nécromancie occupe une grande partie de l'acte. Elle remplace la longue querelle entre Oedipe et Créon chez Sophocle. Tous ces épisodes retardent le moment où Oedipe apprend son identité et, en même temps, ils intensifient l'atmosphère de malheur imminent. Il y a d'autres traits de la dramaturgie sénéchienne qui les auteurs anglais empruntent, mais le signe le plus frappant de l'influence de Sénèque sur Dryden et Lee réside dans leur prédilection pour le spectacle. Sophocle ne s'intéresse pas du tout au spectacle, mais pour Sénèque, le mythe d'Oedipe semblait offrir l'occasion pour plusieurs spectacles. Pour son auditoire romain, dans une ère où les châtiments et les supplices horribles dont l'arène était beaucoup appréciée et devenait de plus en plus spectaculaire et théâtrale, comme a été montré par Kathleen Coleman dans son article classique Fatal Charades, les spectacles littéraires devaient être fascinants et passionnants. Nous trouvons dans la littérature impériale un nouveau penchant vers les scènes et les récits de spectacle. Si nous considérons seulement les tragédies de Sénèque, nous trouvons des présages épouvantables, des consultations d'oracles affreuses, des scènes de divination et de nécromancie, des spectres et des rêves, beaucoup de suicides, y compris un jeune garçon qui se jette de haut au sol, le sacrifice d'une jeune fille et plusieurs morts et blessures violentes, représentées avec des détails physiologiques graphiques. L'Oedipe de Sénèque comprend deux spectacles réalisés sur scène, la divination et le suicide de Jocaste, et deux récits spectaculaires de la nécromancie et de l'automutilation de l'Oedipe. Ces spectacles ont exercé une influence profonde sur les dramaturges anglais. En effet, le spectacle semble avoir été un élément indispensable du drame anglais depuis le moment où le goût pour les tragédies de Sénèque a été allumé durant les années 1580, à travers la période élisabéthaine
et jacobéenne jusqu'au théâtre de la Restauration. C'est ainsi que quand nous cherchons les moments spectaculaires dans la pièce de Dryden Ellie, nous les trouvons, se bousculant ici et là. Je vais me concentrer pour le reste de ma conférence sur le spectacle dans la pièce anglaise. On doit noter que les auteurs anglais ont un avantage sur Sénèque du fait que les moments les plus spectaculaires chez Sénèque arrivent en récit au second degré, tandis que le théâtre de la Restauration avait offert la possibilité de créer les spectacles sur scène. Le début de la pièce de Dryden Ellie présente le spectacle horrible de la peste qui afflige la vie de Thèbes, comme dans l'Œdipe de Sénèque, avec beaucoup de cadavres et de crocs maladifs. Le rideau se lève accompagné par une mélodie plaintive représentant l'état actuel de Thèbes. Cadavres apparaissent à distance dans les rues. Certains vont faiblement à travers la scène, d'autres tombent. Quelques détails sont inspirés par les mots de Sénèque, par exemple l'affliction commune des jeunes mariés, redevable à la phrase une fax thalamus crema, une torche incinère le mariage chambre. Cela étant dit, le spectacle n'est pas seulement un phénomène littéraire, bien sûr, puisque les autres et les habitants de Londres avaient souffert et survécu à la peste de Londres seulement 13 ans auparavant. Le deuxième acte de la pièce anglaise aussi commence dans une manière spectaculaire, avec un catalogue de prodiges qui semble annoncer la fin du monde. Pendant que la tonnerre sonne en arrière-plan, on voit un vaste feu de flammes, le soleil et la lune en train de se dissoudre comme des globes de cire, et étoiles filantes se terminant en gélie pourpre. Puis on voit les figures parfaites d'un homme et d'une femme, un sept lumineux avec des gemmes dans chaque main droite, leurs robes flottantes faites de pourpre éblouissante. Leurs visages sont cachés derrière les nuages, mais couronnés par les amas d'étoiles d'or. À côté d'eux, il y a des comètes à longue barbe qui, comme flamboyants porc-épics, essaient de lancer les épines au cœur des deux figures. Quand Édipe, Jocaste, Eurydice et Adraste arrivent, les prodiges sont montrés aux personnages et aux auditeurs en même temps. Bientôt, le nuage qui cache les têtes des figures est retiré et sont révélés les noms d'Édipe et Jocaste écrits ci-dessus en grandes lettres d'or. Nous savons que les catalogues de prodiges qui plaisent beaucoup aux auteurs de Principats romains plaisent aussi les auditeurs du théâtre de la Restauration. Le troisième acte a pour pièce de résistance spectaculaire la nécromancie, c'est-à-dire la levée d'un cadavre pour livrer une prophétie. La mise en scène est un bosquet sombre. Tiresias y arrive afin de faire son enquête sur le meurtre de Laius, mais même lui, il a peur des rituels. Comment je suis réticent à recourir à des rites qui sont si pleins d'horreur que pour une fois, je me réjouis que je n'ai pas l'usage de la vue. Puis il donne des instructions pour la nécromancie, utilisant plus de détails tirés directement de Sénèque. Les indications scéniques exigent le tonnerre et la foudre et les gémissements sur la scène. Puis, le fantôme de Laius, armé, monte dans son char.
comme il a été tué. Et derrière son char, les 3 qui ont été assassinés avec lui sont assis. Grâce à Tiresias, nous voyons et nous entendons le spectre de Laios qui est contraint de parler contre sa volonté. Le spectre pointe Oedipe du doigt et puis il recule aussi rapidement que possible. Il emprunte les mots exacts de Sénèque. Comparez le latin. Thébain, privez-le de sa terre. Moi, son père, j'ôterai son ciel. Avec l'anglais. Vous, interdites-lui la terre et je lui défendrai le ciel. Je ne discuterai pas le 4e acte dans lequel il y a plus d'exposition que de spectacle, mais le dernier acte est plein de spectacles sanglants. Au moment où Créon jubile sur sa prise de pouvoir, son fils aimant annonce qu'Œdipe s'est arraché les yeux avec ses mains propres. Son récit correspond étroitement au messager de Sénèque dans l'Œdipe. Nous trouvons le même raisonnement tordu et la même violence graphique. Oedipe dédaigne des larmes comme étant insuffisant pour son acte de parricide et il s'adresse comme ça. C'est le 5e exemple sur la copie. Il s'adresse comme ça. Si tu dois pleurer, pleure de sang, pleure de yeux au lieu de larmes. Et mes yeux, regardez pour la dernière fois, regardez, c'est l'adieu fatal. Et avec un gémissement qui semble être l'appel de l'amour, il saisit, il arracha de leurs orbes sanglantes les globes et les jeta sur le sol. C'est une reprise exacte de Sénèque qui dit « Les larmes suffisent-elles? Mes yeux veulent-ils écouler rien de plus de ce liquide dérisoire jusqu'à maintenant? Ils doivent accompagner leurs larmes, chassées de leur orbite. Ces globes mariés doivent être creusés tout de suite. » Il finit, il est furieux et en colère. Sa figure est enflammée avec de menaces et de feux féroces. Ses yeux presque sautent de leurs orbites. Son visage est violent, impétueux, féroce, furieux. Sa seule intention est de creuser. Avec un gémissement et mugissement terrifiant, il creuse ses doigts profondément dans son visage. Dans le reste de l'acte, Dryden et Lee présentent un véritable bain de sang. D'abord, Oedipe arrive avec Jocaste, mais le spectre de Laios les harcèle jusqu'à ce que Jocaste devienne folle et qu'elle s'enfuisse. Puis Créon veut tuer. Puisque Créon veut tuer Oedipe, le prince Aémon confine celui-ci dans une tour pour le protéger. Puis Eurydice, puis Créon, puis Adraste sont abattus. Ensuite, un messager raconte que Jocaste a supprimé ses filles et ses fils. Puis envoie Jocaste elle-même dans sa chambre. Elle a plusieurs coups de couteau auto-infligés. Elle meurt. Finalement, Oedipe paraît à la fenêtre de la tour et se jette au sol. Pour conclure sur Dryden et Lee, bien qu'il y ait de nombreuses dettes envers Sophocle dans la pièce, la sensibilité fondamentale est très loin du dramaturge athénien, mais liée au dramaturge romain, surtout dans la prédilection pour le spectacle.
Les affirmations des auteurs anglais qu'ils prennent la pièce de Sophocle sont fragiles et sans force. La pièce Oedipus, a Tragedy, est une revitalisation de l'intrigue tragique par l'appropriation des éléments palpitants et effroyables de Sénèque. À la fin de leur épilogue, ils démontrent qu'ils sont absolument conscients de ce qu'ils font, quand ils affirment qu'ils donnent aux auditeurs what your palates relish most, charm, song, and show, a murder and a ghost. We know not what you can desire or hope to please you more, but burning of a pope. Ce que vos goûts aiment le plus, la magie, le chanson, le spectacle, l'assassination, le fantôme. Nous ne savons pas ce que vous pouvez désirer ou espérer de plus, sauf la combustion d'un pape. Dans les mots charm, song and show, a murder and a ghost, il n'y a pas rien de tout de Sophocle et tout de Sénèque. Et ma conclusion plus générale, j'essayais de démontrer l'affinité entre Sénèque et les autres français et anglais dont j'ai parlé aujourd'hui. Lorsque nous analysons avec la considération, l'attention et l'admiration qu'elles méritent les pièces inspirées par les drames de Sénèque, et lorsque nous songeons à la popularité dont ces pièces ont longtemps joui, nous devons admettre que notre estimation de leur valeur est peut-être fautive et que notre vision n'en est pas parfaite. Et, en fin de compte, je suis convaincue que les drames de Granier et de Dryden Ellie et d'autres encore peuvent nous aider à apprécier la puissance créatrice du dramaturge latin. C'est pourquoi je trouve l'étude de la réception des poètes latins dans la littérature européenne, le sujet de mon cours au Collège de France, si précieux. Merci.